Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts pour la dernière fois en 2018. Alors évidemment, on va passer les événements de la semaine et quelques événements de l'année en revue. On va parler de démission, de gouvernement en affaires courantes, de flupque moustache, de stade et de musée. Avec 4 experts du jour qui sont Marcel Sell, l'auteur-chroniqueur. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Aurore Pénois, journaliste à Vivre Ici. Bonjour. Bonjour Nicolas Dedecker, journaliste au Vif. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et Paul Grosjean, animateur du Club Grand Place. Bonjour Jean-Jacques. Rédacteur en chef de Lobby. Alors, c'était mardi soir. Pour éviter un vote de méfiance de l'opposition majoritaire et voyant qu'il ne convaincrait pas la même opposition à le soutenir pour un gouvernement à la carte, même au prix d'un virage à gauche, voici ce qu'a déclaré Charles Michel. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement. Alors il s'est rendu chez le roi et le roi, vendredi, a finalement accepté la démission. Et donc maintenant, c'est un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Alors Marcel Sell, que dire de toute cette séquence ? Moi, en fait, je note, mon plaisir, c'est toujours un peu de souligner les absurdités. Et là, on en a quand même quelques-unes. Parce que depuis que le roi donc, a lancé les affaires courantes, je pense une nouvelle méthode d'affaires courantes, avec un gouvernement ultra minoritaire et un parlement qui devra en référer, donc, enfin, dont les chefs de parti viendront rapporter quand même régulièrement chez le roi, il s'est finalement placé en position de super Premier ministre. Il a un pouvoir que, à ma connaissance, je ne suis pas totalement politologue ou expert, mais à ma connaissance, il a rarement eu, en tout cas depuis Baudouin. Et de ce fait-là, finalement, la NVA, en faisant sauter la majorité, parce que pour moi c'est bien la NVA qui l'a fait sauter, eh bien elle arrive exactement au contraire de ce qu'elle veut, c'est-à-dire ce sont des républicains, et là ils ont une monarchie qui est plus puissante qu'elle ne l'a jamais été, en tout cas pour ces quelques mois. Voilà, il y a plusieurs petites absurdités du même style, comme par exemple c'était le gouvernement cohérent de droite qui allait montrer ce qu'est la droite, et en fait à 6 mois de la fin, avec encore une dizaine de dossiers en suspens ou non terminés, pouf, ça saute. Et donc, c'est le contraire de ce qu'on nous a vendu dès le départ. Et voilà. On avait parlé depuis le début d'un gouvernement kamikaze. Hein. Oui, bien sûr. Je l'ai suffisamment dit. Oui, Aurore Pénois. Non, je me dis, voilà, ça faisait une simple impression que ça faisait quelques mois déjà qu'on était en campagne, donc plus rien réellement n'avançait fortement. Maintenant, le gouvernement saute, ça va encore moins avancer. On va encore attendre une fois que les élections seront passées pour la remise en place. J'ai l'impression que ces gens ne travaillent pas beaucoup parfois. Nicolas Dedecker. Mais Jean-Jacques, je ne sais pas si vous savez, mais on dit que le monde se divise en 2 catégories. Et en l'occurrence, il y avait ceux qui pensaient que Charles Michel pouvait continuer à faire tenir ce gouvernement, soutenu donc par 52 députés sur 150, ce qui est une absurdité, Marcel l'a dit, physique. Je veux dire, quand on veut être une majorité et qu'on est minoritaire, on voit bien qu'il y a un problème. Et puis ceux qui savaient que dès lors que la NVA avait dit qu'elle ne voulait plus siéger dans ce gouvernement devait tomber. Donc, ce qui s'est passé au cours de ce dernier mois, c'était une espèce d'acharnement tactique de la part de Charles Michel visant à prolonger d'une certaine manière son gouvernement et donc à attribuer à d'autres la responsabilité de sa chute. Il a commencé par le faire en l'attribuant légitimement d'ailleurs à la NVA. Et si ces dernières semaines, la musique qui était jouée au mouvement réformateur et par Charles Michel était de dire si mon gouvernement tombe, ce sera la faute de l'opposition qui est devenue majoritaire. Ce qui est aussi une absurdité qu'on n'a pas assez relevée à mon avis. Donc une séquence absurde. C'est absurde. D'autant plus d'ailleurs, j'ajoute qu'elle se termine par le Premier ministre qui va chez le roi. Auparavant, dans l'histoire, on avait des crises qui commençaient au moment où le Premier ministre allait chez le roi. Paul Grosjean. Mais moi, je défends cette absurdité, ce non-sens, ces entourloupes, ces contorsions, parce que ça a permis une chose, c'est de voter le pacte de Marrakech. Et je trouve que la Belgique garde son honneur à travers ce vote, même s'il a fallu effectivement quelques contorsions pour y arriver, mais au moins on y est arrivé. Et en affaires courantes. Tout à fait. Et malgré la NVA. Pour une fois, c'est la NVA qui a dû s'incliner. N'oubliez pas que les affaires courantes viennent de commencer. Alors, on va accueillir nos invités politiques tout de suite pour connaître leur avis.
Alors on accueille deux bourgmestres, mais pas que. Olivier Minguin, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, président de Défi et député fédéral. Bonjour. Boris Diliès, bourgmestre d'Uccle et vice-président du MR bruxellois. Bonjour. Alors on va commencer par vous, Olivier Minguin, puisque vous étiez un des acteurs de cette tragicomédie, comme certains l'ont dit, de ces quelques semaines. Vous avez même été reçu par le roi, ce qui est quand même un événement, vous qui n'avez pas de groupe à la Chambre. Alors, quelle est votre vision maintenant que le gouvernement est en affaires courantes? Comment vous jugez toute cette séquence? Oh, vous savez, comme je perçois bien chez les citoyens plus qu'une interrogation, c'est-à-dire un désappointement par rapport au monde politique, et soyons honnêtes, on doit tous en assumer une part de responsabilité, même si je n'ai pas une part de responsabilité première parce que je n'étais pas associé à une coalition gouvernementale. Fondamentalement, je crois que, pour au moins me reconnaître cela, c'est que j'avais fait l'analyse depuis longtemps que la NVA ne pouvait pas être un partenaire de majorité classique, si je puis dire, traditionnel dans le jeu politique tel qu'on le connaît en Belgique. Parce que c'est un parti pour qui le fonctionnement des institutions belges n'est pas la priorité. Il faut bien prendre conscience de ça. Et quand on... D'ailleurs, le mépris qu'a, par exemple, Bart De Wever pour le fonctionnement du Parlement, où il ne met les pieds que pour venir voter, je ne l'ai jamais entendu. Et jouer aux cartes. Oui, mais franchement, je n'ai jamais entendu sa voix depuis que, alors qu'il est le président du premier parti associé à la majorité gouvernementale, enfin à l'ancienne majorité, je n'ai jamais entendu sa voix, même pas pour dire en quoi il soutenait le gouvernement. Inédit. Donc voilà, que la NVA dès lors ait fait le choix, pour des raisons très électoralistes, tout le monde le sait, de rompre l'accord de majorité, ça ne la gênait pas parce que c'était fondamentalement pas sa priorité de savoir comment les institutions belges doivent fonctionner. Voilà, maintenant, j'espère que cette page NVA est définitivement tournée. Soyons honnêtes, c'est les résultats électoraux en Flandre qui vont nous dire évidemment ce qui se passera, et c'est sans doute aussi ce que les autres partis flamands feront, et singulièrement le CDNV. Je crois qu'une des clés de l'après-scrutin 2019, parce que on nous interroge déjà tous pour dire, et l'après 2019, comment voyez-vous les choses? Une des clés sera quand même en Flandre de savoir si le CDNV va pouvoir se détacher de la NVA. Après ça peut ouvrir d'autres hypothèses. Mais rien n'est gagné sur ce terrain-là parce qu'il y a des liens multiples entre CDNV et NVA. Boris Diliès, est-ce que ces 4 ans de gouvernement MR, NVA, CDNV, Open VLD, c'est 4 ans pour rien? Ou bien est-ce qu'il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites? Quelle est votre position aujourd'hui? D'abord, je ne vais pas vous dire que je fais des bonds de joie actuellement, notamment par rapport au pays. Mais j'ai quand même le souvenir, il y a en effet plus de 4 ans, qu'on appelait donc toujours ce gouvernement kamikaze. Enfin, dans mon esprit, un kamikaze, en théorie, ça ne dure pas très longtemps. Je dis, ça s'explose très vite. Mais ici, oui, mais ici, si on connaît un petit peu l'histoire, et vous la connaissez bien, l'histoire du pays. Voilà, mais quand on connaît tous ici l'histoire du pays, et quand même rappeler que pour autant, même si je ne dis pas que c'est merveilleux, moi je ne suis pas heureux de cela aujourd'hui, évidemment, mais pour autant, je dis c'est un gouvernement qui aura quand même eu une durée importante, beaucoup plus importante que bon nombre d'autres gouvernements. Alors je ne dis pas que c'est merveilleux, mais dans la réalité institutionnelle et dans l'histoire politique belge, c'est un gouvernement qui aura tenu quand même assez longtemps parce qu'on le voyait à la limite exploser après 6 mois ou 1 an ou que sais-je. Ça c'est un élément. L'autre élément, c'est que évidemment tout ça est dommage, mais moi je retiens, ça ne vous étonnera pas, je retiens que selon moi ça a été un gouvernement qui a quand même permis de faire une série de choses, beaucoup de réformes, qui a créé 200 000 emplois, qui a assuré la réforme et donc la survie du régime des pensions, qui a fait un travail avec une augmentation sur les bas salaires. Il y a quand même toute une série de choses qui ont été réalisées. Le déficit a été réduit. Donc je crois qu'il y a quand même toute une série d'acquis qui sont là. Donc vous ne regrettez pas le travail avec la NVA? Non, moi je ne regrette pas le travail de ce gouvernement au niveau social-économique parce que le communautaire, on avait dit que ce serait au frigo. Il a été mis au frigo, c'est un fait, avec toute une série d'avancées sociales et économiques qui ont été réalisées. Et ça, il faut être objectif, c'est un fait. Marcel Sey. Mais il y a quand on a parlé de kamikaze, c'était pas parce que le gouvernement allait forcément sauter, c'est parce qu'il s'associait à un parti qui, en tout cas à l'époque et encore maintenant, n'a pas totalement fini son nettoyage par rapport à son passé un peu collaborationniste, de un, et de deux, parce qu'il y a des personnalités comme Theo Franken dont on savait qu'il était
comment dirais-je, un peu radical dans ses tweets. Et vous l'avez vu, la campagne qui a été lancée, qui était une campagne, même le Vlaams Belang l'a reprise en disant on aurait pu la faire nous-mêmes, ce qui était évidemment un peu une provocation vis-à-vis de la NVA, mais ça vous a entaché aussi, cette campagne, de vous être retrouvé dans une coalition avec un parti qui, tout à coup, avait l'air, je ne dis pas qu'il est, mais avait l'air d'être un parti d'extrême droite. Moi, j'aurais préféré, effectivement, que l'Open VLD ait le résultat électoral de la NVA. Mais ça n'a pas été le cas. Je dis donc, il a fallu aussi tenir compte de ce qu'ont souhaité les électeurs. Ça, c'est une réalité. On peut ne pas aimer la NVA, mais c'était quand même le premier parti. Allez, ne revenons pas là-dessus. Peut-être, Olivier Minguin, ce qu'on constate, c'est que tout le monde met la NVA de côté maintenant. Ça a l'air assez juste, mais la NVA aussi voulait mettre les socialistes de côté il y a 4 ans, quand on ne voulait pas les prendre dans le fédéral. Et du coup, maintenant, Bardewey reprend les socialistes à Anvers. On se rend compte que Groen est en coalition avec la NVA à certains endroits, que le PS finalement, pendant les 541 jours, etc., a négocié à un moment donné avec la NVA. Est-ce que vous croyez que c'est possible de ne jamais se retrouver à une table en face de la NVA? Oui. C'est possible, parce que ça, même si elle reste... Oui. Elle est impitoyablement exclue du collectif. Ça c'est trop facile, Parlons je sais que c'est l'esprit des fêtes et que dès lors, on a envie vite de se réjouir. Et c'est vrai, moi je veux bien la situation de Woluwe-Saint-Lambert à l'échelle de la région et au-delà. Pas de problème. Parlons effectivement région et fédérale. Revenons en effet à votre question essentielle. Bon, oui, d'abord parce que la NVA, même si elle se situait encore à hauteur de 30% en Flandre, est contournable. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. La première question, c'est de savoir quels sont les partis flamands qui sont prêts à s'affranchir de l'influence de la NVA. Alors, moi, je continue à dire qu'en l'ayant mis au pouvoir, on l'a crédibilisé. Vous savez, c'est comme tous ceux qui m'ont dit... À l'époque, je me souviens, quand on a parlé de la 6e réforme de l'État, il faut absolument faire une réforme de l'État parce que vous verrez, ça va faire diminuer les scores de la NVA. J'ai dit, c'est tout le contraire qui va se passer. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ceux qui m'ont dit, il fallait mettre la NVA au pouvoir parce que c'est la même façon, ils seront confrontés aux réalités, ils vont apprendre la dure loi du pouvoir, ils vont chuter. Ben non, parce qu'ils sont assez malins quand même pour savoir comment ils se rétablissent. La manière dont ils ont géré la crise, c'est extraordinaire en termes de communication, la façon dont ils ont récupéré à leur avantage ce qui est quand même un coup tordu et un coup de malhonnêteté totale, voilà, donc on sait qu'on a affaire. Donc on ne doit pas les traiter comme si c'était des partenaires loyaux, on sait que ce n'est pas le cas. Donc j'avoue qu'on a, enfin non, pas nous, ceux qui les ont mis au pouvoir, et notamment le MR, l'a crédibilisé la NVA. Et je vous rejoins. Alors je trouve qu'il y a une grande contradiction quand je vois la dureté des propos de Groen du SPA au Parlement à l'égard de la NVA, mais quand au niveau local, ils font des accueils, il va falloir un jour que tout ça se clarifie, parce que, je l'ai encore dit hier gentiment à Christo Calvo, que j'apprécie par ailleurs, qui était un homme intéressant sur le plan politique, j'ai dit, mais comment est-ce que Groen peut s'allier avec la NVA? Comment est-ce que, là où vous pouviez même l'éviter, parce que quasiment partout elle pouvait être évitée, vous l'avez mise au pouvoir. Alors chaque fois, c'est des explications, oui, mais ce n'est que local. Non, ça leur donne une assise, comme on sait que et en région bruxelloise, si la NVA domine au point qu'on ne peut pas... Je l'ai déjà expliqué d'abord. Ah, d'accord. Mais je veux bien en parler. On en a déjà parlé. Il y a possibilité de les isoler, voilà, même s'ils étaient comme il y a les Flamands d'un côté et les francophones de l'autre, on peut les séparer, on en reparlera en mai. Paul Grosjean, d'abord. Oui, mais alors c'est le cordon sanitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est très bien critiqué tous ceux qui ont composé... cordon sanitaire. Oui, moi je le cache pas. Autour de la NVA. Mais bien entendu. Mais, vous savez, quand elle est devenue à ce point poreuse avec les idées du Belang, on dit qu'on fait un cordon sanitaire autour du Belang. Et quand la NVA reprend exactement les idées du Belang sur un certain nombre de thématiques, oui, comme... Non, pas que la com. La tendance Theo Franken, ce n'est pas que de la com. C'est quand même, sur le plan de la politique, un choix. Quand il dit qu'il veut mener une politique à la Salvini dans un certain nombre de domaines, c'est vraiment une politique de droite extrême, pour ne pas dire d'extrême droite. Donc, il faut vraiment avoir la volonté de dire qu'on les isole. Oui, il faut. Et le cordon sanitaire autour de la NVA, c'est insulter la Flandre, quelque part. Mais non, c'est pas insulter. Si, parce que c'est insulter l'électeur flamand. C'est dire. Alors, on pouvait le dire à l'égard du Belang aussi. Le Belang a été à 25% à un moment donné. On a fait le cordon sanitaire autour du Belang quand il était à 25%. Donc, la NVA, si elle demain, elle est à 27%. Je ne vois pas pourquoi ce qu'on pouvait faire à l'égard du Belang, on ne peut pas le faire à l'égard de la NVA. C'est pas insulter la Flandre. Il y a 2 cordons sanitaires, alors. C'est dire à un certain nombre d'électeurs flamands, dont on sait très bien qu'ils sont sans doute à la NVA, sans rejoindre les idées d'un Theo Franken sur un certain nombre de thèmes identitaires, parce que je crois que ce qui a
fait la crise, c'est qu'au sein de la NVA, ils ont arbitré entre la tendance socio-économique et la tendance identitaire, et que c'est la tendance identitaire qui l'a emporté au cours de la crise. Eh bien, il y a moyen de dire à ces électeurs qui hésitent finalement entre CDNV, VLD, NVA, attention, votre vote ne sera pas utile et efficace si vous votez NVA. Et moi, ce que je regrette finalement, et je le dis avec beaucoup de sens de la nuance, parce que ce n'est pas le cas de tous les élus MR, mais beaucoup d'élus MR accréditent la thèse que finalement la NVA est leur parti allié préférentiel au nord du pays, au détriment parfois de l'Open VLD. Ça, j'en ai eu plusieurs témoignages dans plusieurs déclarations. Réaction de Boris Dilliès là-dessus, et puis on arrêtera sur Je vous confirme que je préfère de très très loin, effectivement, notre parti frère, l'Open VLD, la NVA, mais il y a une réalité qui s'appelle le résultat électoral aussi. Petite question, Nicolas, vous préférez la NVA ou Hucle en avant? Si vous devez choisir, je crois qu'on peut laisser même le joker à Boris Dilliès pour cette question de Nicolas de Decker. Le week-end dernier, on apprenait le décès de Philippe Moureau, concert de louanges pour la disparition d'un ministre d'État au caractère bien trempé. Mardi, c'était la journée d'hommage à Molenbeek, Philippe Jacquemotte et Charles Carpro. L'ambiance est solennelle, l'émotion palpable. Devant le cercueil de Philippe Moureau, chacun repense à un petit moment passé avec celui qui a dirigé la commune pendant 18 ans. Moureau est parti et il a marqué Molenbeek, marqué à vie Molenbeek. Que c'était un homme bien. Donc ça fait mal au cœur de le perdre. La vie est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans la salle des pas perdus, la fille de Philippe Moureau, Catherine, la nouvelle bourgmestre, a un petit mot pour tout le monde. Les accolades sont nombreuses, tout comme les corbeilles de fleurs venues d'amis, de personnalités politiques, d'ambassades et même d'anciens élèves. C'était mon professeur à l'UNEF. C'est un professeur de critique historique, j'avais fait de l'économie. Et donc j'ai bien appris de sa part ce qu'est une critique et comment on peut se développer dans la vie. Dans le registre de condoléances, toujours les mêmes mots. Merci, on ne vous oubliera pas, courage. Un grand monsieur. Dans l'humanité tout entière, il y a beaucoup de grands monsieur et un grand monsieur, oui. Ministre, vice-président du PS, bourgmestre, historien, Philippe Moureau a marqué des générations qui n'ont pas oublié son combat contre le racisme et la xénophobie. Demain, Philippe Moureau rejoindra sa famille pour des obsèques dans l'intimité. Nicolas de Decker. Donc ce décès, malgré tout, on en a finalement peu parlé dans les médias parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités en même temps. C'est un week-end, c'est un peu creux. Il n'a fait la une, par exemple, d'aucun journal du lundi. Et le monde se divise en deux catégories, Jean-Jacques. Ceux qui ont été touchés par ce décès et ceux qui s'y attendaient d'une certaine manière. Et je me suis laissé dire que le principal concerné, Philippe Moureau, s'y attendait. Et donc qu'il avait méticuleusement préparé cette cérémonie et aussi le choix de ses intervenants, Jean-Jacques. Et donc, on peut réfléchir et se demander pourquoi Elio Di Rupo n'a pas eu... on ne lui a pas donné la parole, pourquoi Loreton Collings n'a pas reçu l'honneur d'une prise de parole. Alors on dira que mardi, le jour de la cérémonie, c'était une journée assez chargée à la Chambre, oui, où siègent Elio Di Rupo et Loreton Collings, certes. On dira aussi que Philippe Moureau ne l'avait sans doute pas prévu non plus. Néanmoins, je pense quand même que dans ceux qui n'étaient pas là, il y a quelque chose de la fin de la vie de Philippe Moureau, de la fin de sa vie politique et de son rapport à son parti qui n'a pas toujours été des plus simples, quoi qu'on en dise. Oui, Olivier Benguin, vous l'avez beaucoup croisé, Philippe Moureau. Bon, je ne peux pas dire que j'étais de la génération où j'ai pu travailler avec lui, mais c'est vrai que je l'ai rencontré à quelques reprises. Alors, c'était un homme qui, au moins, apportait à la politique une force de conviction, une intelligence et un sens du débat qui ne laissait personne indifférent. Il pouvait être terriblement excessif avec ses adversaires politiques. Moi, je me souviens de séances de négociations politiques où il bousculait de manière parfois dure et franchement désagréable. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ceux qui osaient lui tenir tête, il avait un côté insupportable. Et puis après ça, il pouvait tout d'un coup devenir l'homme le plus agréable, le plus attentionné, le plus chaleureux, parce que je crois qu'il avait derrière sa brillante intelligence quelque chose un peu d'un écorché. Parce que dans ses choix de vie personnels, il avait certainement surmonté beaucoup de contradictions, d'abord par ses origines familiales et par ses choix idéologiques, et il y avait comme ça une sensibilité qui était cachée, dissimulée, et que son intelligence brillante, cassante, parfois énervante, dissimulait. Comme toujours, il faut découvrir les faces cachées des responsables politiques, des femmes et des hommes politiques.
on est comme tout à chacun avec nos faiblesses. Alors Boris Iliès, Philippe Moreau venait d'une grande famille libérale, un père ministre libéral même. Donc c'est quand même assez étonnant. Je ne l'identifie pas vraiment comme libéral, mais libéral marxiste peut-être. Je suis aussi d'une génération qui ne m'a pas amené à travailler avec lui, mais et j'avais probablement en commun aucune de ses convictions. Mais pour autant, j'ai deux souvenirs. Je l'ai un peu croisé, mais peu. Mais je me souviens avoir été un jour remplacer mon prédécesseur à la conférence des bourgmestres. Et ça m'avait impressionné parce que lorsqu'il prenait la parole, et M. Marguin pourrait le dire mieux que moi, mais vraiment, le silence se faisait. Il avait quand même un art oratoire qui était vraiment au-dessus de la mêlée. Et alors, j'ai eu l'occasion, sous une casquette non politique, de le recevoir pour parler d'un roman. Il avait écrit un roman. Et donc, on n'a pas du tout parlé en tant que tel politique, mais donc il a parlé de ce roman. Et comme ça vient d'être dit, ça avait un côté assez touchant. Et ensuite, il a expliqué, et moi c'est un souvenir assez fort, il a parlé de l'assassinat d'André Coles pendant 3 quarts d'heure. C'était assez stupéfiant et on le sentait extrêmement ému. Donc voilà, moi j'ai comme ça peu de souvenirs, mais j'ai certains souvenirs. Et donc pour le reste, je pense qu'il faut évidemment quand même malgré tout rendre hommage aussi par rapport non plus, notamment à sa famille, et parce que le décès d'un homme, d'un père, c'est toujours douloureux. C'est ce qui était fait. Nicolas Dedecker. Si violemment traumatisé par l'assassinat d'André Coles, parce que j'ai un souvenir particulier avec lui. On était dans un restaurant près du Parlement pour faire une interview, et il parlait avec l'art oratoire qu'on lui connaît, donc aussi avec la forte voix qu'on lui connaît, c'est-à-dire que tout le restaurant entendait parler de Karl Marx et d'André Coles et tout ça. Et puis tout à coup est entré dans le restaurant un de ses collègues sénateurs socialistes liégeois, Hassan Boussetta, qui est venu à la table nous dire bonjour. Il est ensuite allé s'asseoir à l'autre bout de la salle du restaurant. Et de ce moment-là, Philippe Moreau n'a plus fait que murmurer. Oui, y compris pendant l'interview. Donc moi, à un moment donné, je lui ai dit, mais monsieur Moreau, pourquoi vous parlez si bas tout à coup? Et il m'a fait... Il vient de Liège. Il a été vraiment miné psychologiquement par ce décès, au point d'en développer des théories conspirationnistes. Enfin, je ne sais pas comment on les appelle, parce que, au fond, il avait raison aussi d'être inquiet, puisqu'il y avait un type qui s'était fait assassiner. Il en était devenu si méfiant à l'égard de Liège que, même dans un restaurant, il n'était pas rassuré. J'avais surtout l'impression qu'il s'était, entre guillemets, déjà éteint depuis un petit moment, surtout avec l'arrivée de sa fille, qui a totalement éclipsé. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression non plus d'avoir énormément d'informations autour, d'hommages et autres, mais voilà, je me demande s'il y aura un effet retour de vente de son livre, comme c'est souvent le cas avec ces gens qui disparaissent. Oui, la vérité, oui. Sur ce plateau, je lui avais d'ailleurs dit que la vérité, pas la vérité, mais ma vérité sur Molenbeek, parce qu'il n'y avait pas une vérité. Très bien, on va passer aux têtes d'affiche, c'est-à-dire je vous propose à chacun une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un qui vous inspire. On commence par vous, Olivier Minguin. Il y en a 4. Il y a d'abord Greta Thunberg, 15 ans, star de la COP24, qui a interpellé les pays présents à Katowice, l'entraîneur limogé d'Anderlecht Hein van Azebroek, ou le leader bruxellois de l'année selon Lobby Philippe Claus, ou l'éditrice Luce Wilquin, qui a décidé d'arrêter son activité. Qui choisissez-vous? Greta, Hein, Philippe ou Luce? Greta Hein. Alors, je l'ai découverte... Greta Thunberg, Greta Thunberg. Cette jeune ado suédoise. Je l'ai découverte par les réseaux et je n'en savais pas plus. C'est un message d'abord d'une pugnacité. Elle a de l'aplomb quand elle s'exprime. Elle a de l'assurance. Et donc, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, à cet âge-là, peut avoir déjà cette force de conviction et l'exprimer avec beaucoup de pertinence. Et puis, parce que le sujet, et on le sait, et c'est finalement bien au-delà des partis, c'est une force de rassemblement qui doit nous porter tous à vraiment remettre en cause un modèle de société. Il ne faut pas se le cacher. Oui, on est à un croisement de société. On est sans doute, comme l'époque de la révolution industrielle, comme on a eu dans l'histoire des grands moments de bouleversement, on est à la veille d'un grand bouleversement. Alors moi, je l'ai déjà dit, je ne m'inscris pas dans un choix de l'écologie régressive, c'est-à-dire je ne suis pas de ceux qui pensent que notre économie d'échange doit nécessairement être totalement bridée et qu'on doit retourner à des formes d'autarcie, voire même ce que défendent certains courants fondamentalistes dans l'écologie, considérer que même avoir des enfants serait une menace pour la planète. Il y a des discours qui se font sur un choix vraiment de
ce que j'appelle de régression sociale et collective. Mais par contre, il faudra quand même avoir le courage de dire que les changements comportementaux vont être radicaux si on veut préserver notre environnement et la biodiversité et les richesses naturelles. Il n'y a plus de possibilité de vivre de la consommation des richesses naturelles telles que nous le faisons, tel que nous l'avons fait sur finalement très peu de temps. C'est en 3/4 de siècle qu'on a consommé bien plus que ce que toute l'histoire de l'humanité n'a jamais fait en termes d'exploitation des richesses naturelles. Donc là, on a un vrai défi. Et vous, Boris Iliès, 4 autres personnes. Slimani, l'attaquant qui a qualifié l'Union saint-gilloise pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. Lucas Dont, le réalisateur de Girl, couronné aux Europa Awards. Paul Lussulitzer, l'ex-People expulsé de son domicile uclois. Ou Ernest Pinault-Ernest, qui a les honneurs d'une superbe expo botanique. Alors, qui choisissez-vous? Slimani, Lucas, Paul Lou ou Ernest? Mais Ernest, parce que je n'ai pas vu l'expo, oui. Mais on a dit grand bien, donc une sortie pour les fêtes. Oui, je vais certainement y aller, mais je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est vraiment exceptionnel, et donc je trouve que c'est très inspirant. Est-ce que ça vous a été soufflé par Olivier Minguin? Parce que je voyais qu'il avait l'air aussi de choisir, s'il avait eu ce choix-là. C'est un artiste étonnant, puisque c'est un artiste qui conçoit son œuvre pour l'espace public et qu'il conçoit en fonction de l'évolution de l'espace dans lequel il veut créer. C'est un artiste que j'avais découvert dans le sud de la France et qui mérite vraiment d'être... Il est très attachant, c'est l'artiste qui veut dialoguer directement avec ceux qui veulent découvrir son œuvre. Donc, il n'a rien d'académique, il brise les tabous. Voilà, j'aime bien ce genre d'artiste. Alors, une rubrique que l'on fait depuis quelques semaines, ça s'appelle « Ça m'énerve ». C'est 5 infos susceptibles de vous énerver. Vous en choisissez une. Et voilà, la première, c'est KFC, Kentucky Fried Chicken, qui débarque au printemps à Bruxelles. La seconde, c'est Fortis, c'est 7 banquiers qui ont échappé au procès. Les travailleurs du sexe qui sont victimes de violence, la croissance économique qui sera moins forte l'an prochain que prévu, et on retire des prix de démocratie à Aung San Suu Kyi, qui, les pères étant donné les violences faites aux Rohingyas dans son pays, au Myanmar. Alors que choisissez-vous? On va commencer par vous, Boris Iliès. Qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve? Est-ce que ça doit m'énerver que ce soit dit ou ça doit m'énerver que ce soit le fond ou, Comme vous voulez. Je dirais l'aspect sur la croissance économique, parce que d'abord, c'est certainement plus qu'énervant, mais je vais faire un petit parallèle sur le fait qu'il y a alors je ne dis pas qu'il faut n'annoncer que de bonnes nouvelles, mais de manière globale, je trouve qu'on a souvent beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont annoncées, qui ne s'avèrent pas toujours exactes et qu'on les anticipe souvent, les mauvaises nouvelles. Et donc, moi, ce qui m'énerve de manière générale, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas et qu'on parle trop peu de ce qui fonctionne bien, notamment dans ce pays. Il y a des choses qui fonctionnent bien. J'ai compris le message. Je ferai donc une rubrique « Ça me réjouit », par exemple, avec 5 nouvelles réjouissantes. J'essaierai de les trouver. Et vous, Olivier Minguin, dans ces 5 infos, quelle est celle qui vous a... L'abandon des poursuites pénales pour Fortis. Parce que... Alors, je ne me prononce pas sur le fond de l'affaire, je n'avoue que je ne connais pas toutes les pièces du dossier, mais ça donne une fois de plus le sentiment de l'impuissance de la justice, du pouvoir judiciaire face à la puissance économique, ne nous le cachons pas. Et au déséquilibre, mais ça il suffit d'en parler avec les magistrats, des magistrats du parquet, des juges d'instruction, ils disent très clairement qu'eux travaillent avec un lance-pierre quand en face d'eux, ils ont bien entendu des entreprises qui ont des capacités juridique, de conseil juridique et de mise à disposition de forces d'analyse des dossiers pénaux qui dépassent les capacités de l'État. Donc c'était inacceptable que l'État ne puisse pas affirmer son autorité face à tous les justiciables, qu'ils soient riches, puissants ou non. Parce que ça donne le sentiment que finalement, oui, il n'y a que les petits qu'on spotch, comme on dit en wallon. Et ça, c'est assez désagréable. C'est 10 ans de procédure, hein. Mais oui, pourquoi? Alors, soyons de bon compte, pardon. Il y a évidemment les arcanes. Il y a des arcanes, oui, c'est pour ça que je voulais le dire. Que je voulais le placer. C'est pour ça que je voulais le placer. Mais surtout que je sais que cette émission-ci est regardée par... beaucoup de Wallons. Oui, voilà, partagée sur les télévisions communautaires, donc voilà. il fallait que je le fasse. Mais plus fondamentalement, c'est vrai qu'il y a les arcanes de la procédure, la possibilité de demander des devoirs complémentaires, enfin bref, tout ce qui fait qu'à un moment donné, le délai raisonnable devient déraisonnable pour pouvoir juger. Et puis, il y a aussi l'insuffisance des capacités humaines.
vous l'avez déjà reçu, le juge Claes vous expliquera qu'il travaille avec des effectifs qui font qu'il y a des dossiers qu'il ne peut jamais ouvrir, alors qu'ils sont des cas de fraude et des cas de malversation graves, mais qu'il ne peut pas ouvrir parce qu'il n'a pas le personnel. Voilà. Alors, cette semaine, il y a eu aussi un événement, c'était l'audience préliminaire du procès Nemouche. C'était, en fait, c'est l'occasion dans cette émission de revenir sur certains éléments, notamment montrer que l'antisémitisme tue en Belgique, c'est le cas de l'attentat contre le musée juif. Mais aussi, il s'est passé d'autres choses. Il y a eu, par exemple, des chants antisémites de supporters brugeois qui inquiètent. La communauté juive, qui est dans une enquête, qui a dit qu'elle était inquiète. Les 6000 manifestants d'extrême droite qu'on a retrouvés dimanche dernier dans les rues de Bruxelles. Qui voulait parler des chants brugeois? C'était vous, Marcel Seld. Et Paul Grosjean. Paul. Non, moi, en fait, je ne voulais pas directement parler des chants brugeois, mais je suppose que c'est Paul, tu veux en parler? Bon, alors je laisse parler de ça. Non, moi j'avais un autre détail. Le musée juif, l'attentat du musée juif a ce site particulier que c'était le dernier lieu culturel juif qui n'était pas protégé. Mm-hmm. Et c'était le dernier où on estimait qu'on pouvait aller sans danger, rentrer, sortir. Et voilà, et ce lieu-là, finalement, ce dernier attentat, en date, j'espère, ce serait le dernier dans l'absolu, a fini de clôturer finalement l'espace autour de ce qu'on appelle la communauté juive, c'est-à-dire que c'est la seule qui vit barricadée partout, tout le temps. Et ça, c'est au sens citoyen démocrate, totalement insupportable. Paul Grosjean. Oui, au club de Bruges, il y a eu un chant particulièrement odieux de la part des supporters brugeois qui accueillaient en fait Anderlecht. Je vais citer quand même pour un peu positionner le problème. Mon père faisait partie d'un commando, ma mère était SS et ensemble, ils ont brûlé des juifs car les juifs brûlent le mieux. Alors quand on en arrive à chanter ça dans un match de foot, alors qu'il n'y a aucun lien entre le club d'Anderlecht et la communauté juive, ce qui n'est pas le cas de l'Ajax. Quand bien même, il y en a. Non, mais parfois il y a l'explication. Non, il y a Arsenal. On sait qu'Arsenal et Ajax, quand ils sont accueillis, ils reçoivent tout le temps des actes antisémites, ce qui est honteux, je tiens à le préciser. Mais ici, il n'y a même pas cette raison-là. Donc ça veut dire qu'il y a une banalisation, il y a une libération de la parole raciste. Et c'est d'autant plus inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que voilà, on utilise un chant parce qu'on veut dire que ce sont des méchants, tout simplement. Et donc la réponse à tout cela, c'est l'éducation à l'histoire, évidemment. Et voilà, donc il y avait vraiment... Des sanctions peut-être aussi. Nicolas de Decker. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui supportent le club de Bruges et les humanistes comme vous et moi qui supportons l'Olympique de Charleroi. Il n'y a jamais d'incident. Moi, c'est l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise, c'est le club des expats, les amis. Arrêtez maintenant. Soyez sincères. Allez, au fait, un club flamand. Ce fait divers dramatique, révoltant dont parle Paul, n'a pas véritablement eu l'importance qu'il mérite. C'est-à-dire, on en parle ici, c'est resté dans les pages sportives. C'est eux qui l'ont révélé. Hein. Oui, mais c'est souvent resté dans les pages sportives. Et je trouve ça assez dérangeant, d'autant plus que c'est pas la première fois. Il y a aussi des chants antisémites au Berscott, qui est un des deux clubs anversois, et ça reste toujours un peu confiné. Quand ça concerne le sport, en tout cas spécifiquement cette dimension-là du supporterisme et du hooliganisme, on en fait une espèce de dérivé un peu triste, mais pas si grave du folklore. Et ben moi, je trouve que c'est en réalité beaucoup plus grave. Ça dit beaucoup du fond de ce que pensent encore certaines personnes aujourd'hui. Ça dit aussi beaucoup de comment nous, médias, on met en scène ou en image ou en lettres une information, mais en fonction de d'où elle vient. Et je pense que ça vaut plus que ça. Aurore Pénois. Ça me fait penser à une étude qui est sortie cette semaine en France. Je pense que c'est 2 enfants sur 10, plus sur des chiffres, qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. 2 sur 10, c'est ça. Voilà. Et 3 sur 10 ne connaissent pas la période à laquelle ça se passe. C'est hallucinant. Oui. Boris Diliès. Oui, ben, moi, d'abord par rapport à ce qu'a dit Marcel Sell, c'est vrai que moi je le constate très régulièrement dans ma commune. Dès que la communauté juive doit organiser la moindre bar mitzvah, ils doivent en effet se barricader. C'est vraiment, ça reste odieux, je le dis, parce que chaque fois, ils ne peuvent pas avoir des activités normales de manière normale, parce qu'ils sont obligés effectivement de se protéger, et c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement difficile pour la communauté juive à vivre. Mais de manière générale, ce qui est inquiétant, c'est que c'est une question qu'on pose tout le temps. Voilà, comment faire par rapport aux actes antisémites, comment lutter contre cela. Alors, évidemment, la réponse qui est toujours faite, et elle est fondamentale, c'est l'éducation, ça c'est certain, et on doit
continuer, en faire certainement encore plus en matière d'éducation. Mais moi, je me pose aussi une question, c'est de savoir si à un moment donné, l'arsenal judiciaire ne doit pas aussi évoluer. Parce que on a le sentiment finalement qu'on pourrait avoir la même discussion dans un mois, dans un an, dans 3 ans, parce que ça ne s'améliore pas du tout. Quand on voyait l'étude qui disait, je crois que c'était 42% de membres de la communauté juive qui disaient qu'ils avaient déjà imaginé en effet partir pour se sentir plus en sécurité, ça veut dire que là, je crois qu'on a un vrai travail au niveau du législateur à faire aussi en parallèle à l'éducation. Par exemple, effectivement, les décérébrés là, des supporters de Bruges, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là? Moi, ça m'intéresse aussi de connaître les suites en la matière. Mais je crois que l'arsenal judiciaire, à mon avis, doit être renforcé aussi, sinon ça ne va pas s'arrêter. On ne peut pas travailler que sur l'éducation. La loi Moreau ne suffit pas, on y revient, à Philippe Moreau. Olivier Benguin, votre réflexion là-dessus? L'antisémitisme se banalise à nouveau terriblement dans nos sociétés. Ça commence parfois dans le milieu scolaire. C'est tellement vrai que l'on sait que dans un certain nombre d'écoles, les parents de la communauté juive hésitent à mettre encore leurs enfants. Ou les retirent. Moi, j'ai le retirent. Ce qui est déjà le début de la concession à l'antisémitisme, à sa banalisation. Et je crois que non seulement il faut être très ferme à tous les niveaux de responsabilité, les bourgmestres, les échevins, l'enseignement. Nous avons tous une responsabilité de première ligne. Et la réponse pénale doit être une fermeté exemplaire. Et on sait qu'il y a eu une volonté du parquet de Bruxelles, principalement, je ne me prononce pas pour le parquet de Bruges, mais au parquet de Bruxelles, d'avoir un magistrat de référence, d'avoir des formations pour les policiers qui doivent lutter contre ces formes et ces expressions de l'antisémitisme. Je crois qu'il va falloir systématiser. Il faut qu'à chaque fois les autorités judiciaires se saisissent de tous les faits et les poursuivent inlassablement. Parce qu'il faut casser la logique de la banalisation. C'est la seule manière, à un moment donné, de ramener le respect dû à cette communauté. Et il faut le dire, une fois pour toutes, parce que je sais que c'est trop commode dans l'esprit de certains. En acceptant la banalisation de l'antisémitisme, après ça, on acceptera encore d'autres expressions tout aussi dures à l'égard d'autres communautés, d'autres populations. Il ne faut pas croire que c'est un fait isolé à l'égard d'une seule communauté. Les fous furieux qu'on a vus manifester dimanche dernier, ils sont antisémites, ils sont racistes, ils sont antidémocrates. Point final, comme ceux qui vont après ça chanter ces chants stupides, haineux, à la tribune des supporters de Bruges. Et le club de Bruges, il faut le dire, est d'un laxisme et d'une faiblesse. Et les dirigeants de Bruges feraient bien un jour de décider de foutre tous ces gars à la porte de leur tribune. Il y a d'autres clubs qui ont eu la volonté, mais il y a comme ça dans, je ne dis pas tous les milieux en flanc, mais là particulièrement, une sorte de faiblesse, une complaisance qui est insupportable. On va encore parler de sport, mais d'une autre manière. On a longtemps parlé du Stade national de foot ces dernières années. Mais maintenant, avec la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de hockey, on parle surtout d'un Stade national de hockey. Et à Bruxelles, reportage Michel Guéhière, Béatrice Broutou. C'est le rêve de tous les sportifs, devenir comme les Belges hier, champions du monde. En coulisses, on souhaite aussi aller de l'avant et boucler le dossier d'un véritable Stade national de hockey. Depuis notre titre de hier, on est également numéro 1 mondial. On est au fait le seul pays dans le top 10 mondial à ne pas avoir un stade national pour le hockey. Quand vous allez dans les autres pays, il y a quoi ? Voilà, donc à Amstelveen, par exemple, il y a un stade de 10 000 personnes. À Londres, il y a un stade de 10 000 personnes. Disons que dans tous nos pays avoisinants, ils ont tous leur stade dédié au hockey. Mais cela a un coût, entre 6 et 7 millions d'euros, de quoi accueillir jusqu'à 8000 supporters. Lorsque les Belges jouent à domicile, on installe des structures provisoires qui coûtent entre 30 et 50 000 euros pour un usage unique. Et à partir de 2019, la Belgique accueillera 8 matchs internationaux par an, de quoi rentabiliser un vrai stade. Ce sont toutes des tribunes temporaires, donc ça nécessite quand même pas mal d'argent, d'investissements, qui sont en fait des investissements qui disparaissent en fumée. Donc c'est pas un stade, je dirais, aux mesures d'un stade de football, mais quand même on parle d'un stade avec de l'éclairage, avec du parking et en effet de quoi recevoir nos sponsors. Reste à déterminer l'endroit. Le projet Néo est cité. La commune d'Uccle, qui compte 4 clubs, se considère comme le temple du hockey et a fait acte de candidature. Et puis à Evere, le terrain du White Star est cité. Mais là, comme partout ailleurs, c'est le délai pour les permis et la cohabitation avec les riverains qui inquiètent. Le temps ne joue visiblement pas en faveur de la capitale.
Nous avons éventuellement une piste sur Anvers également, mais le souhait de la fédération est clairement d'essayer d'avoir un stade sur la région bruxelloise qui est centralisé dans le pays. Les hockeyeurs belges reviendront mardi à Bruxelles. On leur promet un accueil triomphal avec notamment le balcon de la Grand Place. Alors, Boris Iliès, ils ont eu le retour triomphal sur le balcon de la Grand Place. Est-ce qu'ils auront un stade triomphal à Uccle ? Alors vous le temple du hockey. Vous comprendrez d'abord qu'effectivement, comme bourgmestre de la capitale mondiale du hockey, en toute modestie, je salue quand même cette formidable performance, oui. Parce que c'est vraiment extraordinaire, surtout quand on connaît aussi les moyens, les conditions qui ne sont pas évidentes non plus, dans lesquelles ils évoluent. Donc il n'y a rien au-dessus de champion du monde en l'occurrence, donc ça c'est vraiment formidable. D'ailleurs, au sein de l'équipe, vous en avez 4 qui évoluent à Uccle au Racing en l'occurrence, donc je tiens évidemment à tous les saluer, et notamment certainement les Uclois. D'ailleurs, le collège va proposer que les Uclois soient faits citoyens d'honneur. Voilà, comme ça mais sur le stade. Le collège va le proposer au conseil communal. Alors, sur le stade, en réalité, nous, en effet, on pense qu'il y a une réelle cohérence à ce que ça puisse se faire sur Uccle. Mais en même temps, on n'est pas borné. C'est-à-dire que l'idée, moi, je ne vais pas vous dire ici et maintenant, je veux que ce soit absolument sur Uccle parce que, comme ça, je dis, ça va être merveilleux, c'est sur ma commune. Non, je pense que le hockey a besoin de ce stade et, selon moi, il doit être, en effet, certainement à Bruxelles et idéalement à Uccle. Mais avant cela, il ne faut pas s'enfermer dans un agenda. Donc moi, j'entends bien les échéances, je les connais, mais je ne suis pas fou. J'ai vu sur d'autres expériences probablement aussi plus importantes, sur d'autres disciplines sportives, qu'il était parfois quand même hasardeux de s'engager trop loin. Et donc là, je reste d'une grande prudence. On est en train actuellement, mais on le fait effectivement sereinement et discrètement, pour voir si, oui ou non, c'est faisable. Parce qu'il y a le fait de savoir où on le met, il y a le fait aussi de ne pas, si vous voulez, promouvoir un sport au détriment d'un autre sport, c'est important aussi. Et donc, il faut que l'infrastructure, elle soit réaliste, et il faut aussi effectivement que ça puisse s'accorder dans le cadre d'un quartier. Clair, Boris donc, Diès, en clair, ce sera pas. Alors, non, je ne vous ai pas dit ça. On a un très beau EVER. On a des pistes, mais en clair, on oublie que ça puisse être fait pour 2020, en tout cas. Okay. Alors, en tout cas, à Uccle, ce ne sera pas pour 2020. Non, ça, il faut être réaliste. Maintenant, si effectivement on me dit, voilà, finalement, je serais très déçu que ça ne soit pas à Uccle, mais je serais quand même très heureux que ce soit au minimum à Bruxelles plutôt que pas du tout. Oui, c'est ça. Et vous, Olivier Maga, donc ce ne sera pas au lieu Saint-Lambert non plus pour 2020 Pour 2020, non, ne serait-ce que de construire, même le temps de construction, quand même, ça demande un peu plus de temps que ça. Mais bon, plus fondamentalement, est-ce qu'on peut enfin réussir dans ce pays l'un ou l'autre projet de référence d'infrastructure sportive ? Soyons de bon compte. Si aujourd'hui le hockey, comme d'autres disciplines sportives, ne se porte pas trop mal dans notre pays, c'est parce qu'il y a eu des investissements dans des infrastructures d'entraînement. Et la région, par exemple, a beaucoup financé les terrains synthétiques mouillés, comme il le faut pour le hockey. On a de belles infrastructures quand même d'entraînement. Mais on devrait avoir en effet des infrastructures de référence pour les équipes nationales. C'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur le football. Quand j'étais chef des sports à la ville de Bruxelles, je me suis beaucoup occupé du stade Roi-Baudouin à l'époque. J'ai notamment veillé à préserver le mémorial Van Damme et la piste d'athlétisme parce que c'était quand même une référence mondiale comme événement sportif. Ici, il faudrait quand même qu'on s'accorde à dire très vite, à Bruxelles, plus hors des 19 communes si c'est possible, ça, perdons plus notre temps, allez autant chercher les permis à l'extérieur de Bruxelles. Mais je crois que si la région veut prendre le dossier en main, elle peut le piloter très vite. C'est une question de volonté et on peut s'entendre. Et que la région nous fasse les études pour dire où elle estime qu'en termes de mobilité, d'infrastructure, c'est le plus adéquat. Et vous suivrez. On suivra. Il n'y a pas de rivalité entre les communes. Moi, je reconnais volontiers que le hockey se porte très très bien à Uccle. J'ai un très grand club qui s'appelle la Rasante à Woluwe. Je l'encourage et je veille à mettre de bonnes infrastructures d'entraînement. Beaucoup d'espoir. Mais le stade national du hockey, ou pour d'autres disciplines, c'est vrai pour l'athlétisme, c'est vrai pour le tennis, on a besoin d'infrastructures de référence avec des formations adaptées à des professionnels ou des semi-professionnels de haut niveau. Laissez le mot de conclusion à Jean là-dessus. Je note que Boris Didier n'est pas Alain Courtois. Il ne veut pas s'enfermer dans un calendrier trop rapide. Mais je confirme qu'il n'est pas Alain Courtois. Absolument. Donc c'est Boris Didier. Voilà. Je voulais vous le confirmer. Et deuxième chose, je retiens l'idée d'Olivier Maguin qui est de s'adresser à la région bruxelloise, qui me paraît excellente. On l'a fait pour le musée du chat, alors pourquoi pas pour le hockey. Mais évidemment. Tout à fait. Eh bien, on va parler à présent de l'année
l'année 2018 en général. Et ce que je vous propose, c'est de faire le lien, parce que finalement, un des lieux importants de 2018, Paul Grosjean, c'est la Grand Place. Parce que la Grand Place, c'est vraiment l'endroit où on s'est rassemblés pour faire la fête cette année. Pour moi, c'est le plus beau média de la région bruxelloise, c'est la Grand Place. Bon, c'est pas à Woluwe-Saint-Lambert, malheureusement, mais c'est un monument au service de tout le monde, si je puis dire. Et c'est pour ça que je plaide toujours pour un accord de coopération entre la région et la ville, et que la ville puisse mettre à disposition de la région, de temps en temps, quand il s'agit de faire des relations publiques, de pouvoir accueillir des personnalités sur cette place qui est la plus belle du monde. Et vous aussi, Aurore Pénois, c'était ce moment de l'accueil des Diables Rouges, c'était le moment, le highlight de l'année. Oui, je trouve c'était joyeux, c'était gai, on l'a revécu encore mardi dernier, donc c'était assez super. Mais du coup, pour un peu varier, pour ne pas reprendre la même idée, même si on ne s'était pas concerté avant, vous allez sourire peut-être, mais l'évolution du piétonnier me fait plaisir à voir. Je trouve que c'est beau, que ça avance enfin, que voilà. Donc allez, le piétonnier est mon deuxième coup de cœur. Vous voyez des messages réjouissants, Boris Ziguet. Bon, ça ne concerne pas Hucle, mais enfin, quand même, c'est pas mal. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Oui. Et pour vous, Olivier Minguin, le moment fort de 2018, c'était quoi ? Moi, je salue le fait que Denis Mukwege et Nadia Mourat ont été primés, reconnus comme lauréats du prix Nobel de la paix. Il se fait que je connais très peu, mais un peu Denis Mukwege, parce qu'on l'a fait citoyen d'honneur en son temps de ma commune. C'était un homme d'une simplicité consternante, d'une volonté inébranlable, quand on sait par quels événements et par quels risques il est passé, en ce compris des tentatives d'assassinat à son égard et de ses proches. Et il a cette lucidité pour porter un message qui fait qu'il redonne à tous les Congolais une aspiration à se faire respecter dans leur propre pays et à travers le monde, ce qui fait qu'il est devenu emblématique pour toute la communauté congolaise ici en Belgique et à Bruxelles en particulier. C'est un homme attachant, pugnace et d'une probité exemplaire. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a de telles personnalités qui servent de référence pour beaucoup de citoyens. Et la complicité qu'on ressent quand même avec le Congo, elle est historique. Elle devient encore plus significative quand il y a une personnalité qui a le courage de tenir tête à tous ceux qui, dans son pays, sont malheureusement toujours du mauvais côté de l'histoire, pour reprendre une formule récente. Et vous, Boris Ziguet, quel est le grand moment de 2018 dont vous vous souviendrez ? Il y en a eu plusieurs, mais il y a certainement la victoire des Red Lions, à l'évidence. Mais même si on reste toujours au niveau sportif, la demi-finale de Coupe du Monde aussi, je trouvais que c'était un moment très fort. On parlait d'ailleurs de la Grand Place. Oui, mais c'était quand même... Les Belges ont quand même été très loin, donc ça faisait partie des beaux moments. Et puis à titre plus personnel et peut-être moins large, on va dire, il y a effectivement suite aux élections communales, la victoire du MR à Uccle, qui est une victoire d'une équipe que je salue aussi au passage. Voilà. Alors, tant qu'on parle des communales, Nicolas de Decker, vous, ce qui vous a frappé, c'est tous ces élus de la diversité qui se sont retrouvés mis en avant en 2018. Oui, Jean-Jacques, vous savez que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui trouvent que tout va toujours trop mal et ceux qui trouvent que finalement ça va un peu mieux qu'avant. Au plan politique, on en a parlé abondamment. L'année n'a pas été effectivement très réjouissante ni reluisante, pour personne. Néanmoins, on a eu, à l'occasion de ces communales, l'occasion de voir des bourgmestres qui sont issus de l'immigration parce que leurs parents avaient choisi d'immigrer chez nous ou qui eux-mêmes l'ont fait. Il y a Pierre Compagnie, il y a Ahmed Laouej, il y avait déjà Émir Kir. Je pense que c'est pas seulement un signal, c'est plutôt une révélation. Pardon ? Il y a une NVA aussi Pas encore. Pas à Bruxelles. Mais justement, tu parlais à Bruxelles. Ça me permet de dire que le décalage, il y a toujours un décalage entre le moment où une classe dirigeante, où les politiques se mettent à vraiment ressembler à leur population. Le décalage a été assez long à se résorber. Il commence à le faire et donc je pense qu'on peut s'en réjouir. On parle beaucoup en 2019, en tout cas il y en a une qui en parle beaucoup, c'est la ministre-présidence de la région de Bruxelles-Capitale et c'est Zakia Khattabi, que ça soit indépendamment du parti, que ça soit une femme issue de l'immigration, pourrait aussi être un autre signal d'importance. Vous voyez ça aussi, ça se passe moins dans le cas de vos communes qui sont...
Oh, bonjour. Pas dans la même proportion, ça soit honnête. Pas comme Bourgmestre, il n'y a déjà pas de NVA dans votre commune. Non, on veut bien de femmes voilées dans les deux. On a fait ça quand on était extraterrestre. Non, mais c'est vrai que il y a maintenant, je crois, un fait irréversible et qui est admis dans tous les partis, c'est qu'il y a des candidats de toutes les origines. Mais à un moment donné, cessons de nous poser la question de l'origine. Ils sont nés, pour la plupart, ici, ils sont citoyens, ils vivent leur citoyenneté, ils ont envie d'être pleinement participants à la prise de décision, et je crois que dans les générations qui viennent, ça ne pose plus aucun problème, c'est spontané, parce que ils ont été, dans la génération de mon fils, ils ont partagé les mêmes bancs d'école, d'université, ils sont ensemble, ils font la fête ensemble, ils s'amusent ensemble. Vous savez, cette génération-là... Oui, ils sont citoyens ensemble, et c'est très bien ainsi. Et on ne se posera plus la question, et moins que jamais, je l'espère. Oui, c'est une question qui reste, j'ai l'impression, très belge, en tout cas très, très bruxelloise, hein, parce qu'en effet, on met comme ça un peu l'origine, je veux dire, sur un visage. Je dis, il n'y a qu'à regarder le maire de Londres, je dis, est d'origine musulmane. Je dis, c'est pas, à la base, c'est pas un lord anglais, quoi. D'origine. Donc il y a. Non, ou alors on est d'origine. On se comprend. Mais je veux dire que c'est pas un lord anglais. Ses parents, ses arrière-grands-parents étaient pakistanais, et donc, c'est assez logique, puisqu'effectivement, la population, elle change, elle évolue, et moi, je le dis toujours, c'est que je trouve que précisément, il y a peu de si belles preuves d'intégration que le fait justement de vouloir notamment présider aux destinées d'une commune ou en l'occurrence d'une région. Au-delà des divergences politiques, c'est une parfaite preuve d'intégration. Ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire de ce côté-là, puisqu'on en parle comme étant quelque chose de particulier. Alors pour terminer sur 2018, je laisse 30 secondes à Marcel Sel, pour qui ce sera très compliqué, pour nous parler de l'agressivité pendant cette année 2018. Oui, du dégagisme. Merci pour les 30 secondes. Donc, en fait, j'ai vu comment ça a évolué depuis 10 ans sur les réseaux, et là, c'est arrivé, et ça a été cristallisé par les Gilets jaunes, c'est-à-dire une haine qui a l'air désorganisée des élites, c'est-à-dire du pouvoir élu, mais aussi des journalistes. Et en réalité, cette haine n'est pas du tout désorganisée. C'est pas pour rien qu'on a finalement deux tenants, notamment en France. On voit France Insoumise d'un côté et on voit l'extrême droite de l'autre, qui tous les deux influent sur ces gilets jaunes. Ce sont deux tenants qui ne tiennent pas à avoir un quatrième pouvoir, qui ne tiennent pas à avoir un pouvoir élu, et qui arrivent en disant voilà, président dégage, qui est totalement antidémocratique. Et on passe à nos coups de cœur. Et on commence justement par vous, Marcel Sel. Oui. Vous pouvez nous parler de Noël au théâtre. C'est ça dont vous vouliez parler. Oui, je voulais parler du festival Noël au théâtre, qui est... qui se déroule du 26 décembre au 29 décembre. Et ce sont des pièces pour enfants. Et voilà, et je trouvais ça très très bien d'organiser... donc c'est organisé par la Chambre des théâtres pour l'enfance et la jeunesse, et dans des lieux différents, mais il suffit d'aller voir sur Internet, Festival Noël au théâtre. Et je trouve ça très bien d'initier les enfants au théâtre, qui est quelque chose qui est un petit peu en train de se perdre, même chez nous, les adultes. Et on continue à parler de théâtre avec vous. Théâtre et plein d'autres choses culturelles. C'est la fin de l'année, vous avez peut-être tout dépensé pour vos cadeaux de Noël, mais il y a un bon plan à Bruxelles qui s'appelle Arsène 50, où vous pouvez le jour même ou parfois 2-3 jours à l'avance récupérer des places pour le cinéma à moitié prix, voire parfois à 70%, ce qui fait qu'une place de cinéma à 5 € à Bruxelles, c'est rare et précieux. Donc voilà, un petit coup de cœur du jour. Alors Nicolas, lui, nous amène au cinéma, mais au musée. Vous savez que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui vont aller voir Le Bon, la Brute et le Truand le jeudi 27 à la Cinémathèque à 15h, et ceux qui ne vont pas le faire, auxquels je voudrais une année éternelle. Moi, je vais y aller, c'est un de mes films favoris. Oui. Je vais d'ailleurs y aller, je pense, avec mon ami Dame dit Blondin et mon autre copain Joe dit Le Porc. Ce sont à chaque fois des références à ce film. C'est chaque fois Le Bon, la Brute. Voilà, moi je suis le bon de la bande. Voilà. Moi je suis le bon. Ah bon? Oui. Et j'en profite pour dire qu'à la Cinémathèque, qui est un des endroits les plus prodigieux de Bruxelles, sincèrement, on paye pas cher non plus. Je pense que c'est 4 € le ticket. 4 €, ouais. Vous avez l'occasion en plus de me croiser, c'est tout près de chez moi, franchement, mais allez-y. C'est merveilleux. Paul Grosjean, vous voulez nous parler aussi d'un musée?
et d'une dame qui quitte un musée. Mais vous savez que le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui adorent Victor Horta et ceux qui détestent Victor Horta. Moi, j'adore Victor Horta. Il n'y en a que 2 dans le monde qui détestent Victor Horta. Et Françoise Aubry a été conservatrice du musée Horta pendant 37 ans. Chapeau à ce qu'elle a fait pour Victor Horta et sa mémoire. C'est exceptionnel. Alors rapidement, Boris Iliès, une idée pour les fêtes Oui, pour les fêtes, le monde se divise en deux catégories. Donc il y a le maire, il y a les autres. Ceux qui font leurs courses un peu partout et ceux qui font leurs courses à Hucle-Centre, qui s'est paré de ses plus beaux habits, de ses plus belles lumières. Et donc, j'invite chacune et chacun à y aller pour faire ses courses de Noël avant et après d'ailleurs. Et vous, Olivier Maga? Moi, j'aime bien la magie des lumières de Noël. Et donc, les illuminations dans le centre de Bruxelles, et particulièrement le jeu de son et lumière de la Grand Place, moi, ça me fait retourner à la satisfaction de l'enfance et du plaisir familial d'être avec des amis, des copains sur la Grand Place de Bruxelles. Le plus beau décor de théâtre, comme on disait, puisque ça permet d'allier le théâtre, le patrimoine et le bonheur d'être ensemble. Merci à tous, invités, chroniqueurs. Bonne fête, bonne année à tous. On se retrouve en 2019.